Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir aux enfants qui nous ont rejoints aussi. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Pedro Lima, je suis journaliste scientifique et je vais avoir le plaisir ce soir d'animer la cérémonie de remise des médailles d'argent et de bronze du CNRS pour les années 2020 et 2021 en Provence et en Corse. Ici, dans l'amphithéâtre du Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, centre que nous remercions pour son accueil. Bienvenue aussi à distance à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de la délégation Provence et Corse du CNRS. Ce soir, nous allons donc célébrer les meilleurs talents régionaux du CNRS au cours des 2 années écoulées, 4 femmes et 7 hommes, à qui vont être remises 11 médailles au total. Elles sont ici, 8 de bronze et 3 d'argent. À travers ces lauréats, c'est la science et la connaissance dans leur ensemble qui seront mises à l'honneur ce soir, puisque nous voyagerons dans l'espace et dans le temps, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, sur les océans, aux origines du langage, au sein des sociétés humaines ou des organismes vivants. Bienvenue encore à toutes et à tous. Je suis très heureux de déclarer ouverte cette soirée des talents du CNRS. Nous allons maintenant accueillir en visioconférence et passer la parole à Nathalie Pasqualini, déléguée régionale Provence et Corse du CNRS, pour une allocution d'ouverture. Nathalie, est-ce que tu m'entends? C'est à toi. Oui, merci Pedro. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs les élus et les représentants de l'État et des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, chers collègues, chers invités. Je vous remercie tout d'abord de votre présence et je regrette bien de ne pas pouvoir vous accueillir vraiment, car nous allons partager une cérémonie exceptionnelle, tant par son nouveau format que par le nombre de lauréates et de lauréats mis à l'honneur ce soir. En effet, cette cérémonie se déroule en mode hybride, avec vous tous présents dans l'amphithéâtre du Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, dont je remercie chaleureusement l'équipe de direction pour son accueil, mais également vous tous présents à distance via la retransmission en direct sur la chaîne YouTube de la délégation régionale, nous permettant ainsi de donner accès à cet événement au plus grand nombre. Je remercie Pedro Lima, journaliste scientifique, qui nous fait le plaisir d'animer ce moment, ainsi que Guillaume Hennefant et l'équipe technique pour la retransmission, et enfin le service communication de la délégation pour l'organisation de cet événement. Nous allons célébrer ensemble l'excellence de la recherche en Provence et ses chercheuses et chercheurs qui contribuent à son rayonnement. Chaque année, les médailles du CNRS distinguent les femmes et les hommes chercheurs, ingénieurs et techniciens qui contribuent de manière exceptionnelle au rayonnement de notre institution et plus largement de la recherche française. Ces distinctions sont aujourd'hui au nombre de 7. La médaille d'or est la récompense scientifique la plus prestigieuse. Elle distingue une ou plusieurs personnalités scientifiques pour l'ensemble de leurs travaux qui contribuent de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française. Elle sera remise prochainement à Paris. Créée il y a une dizaine d'années, la médaille de l'innovation honore, elle, des femmes et des hommes dont les recherches exceptionnelles ont conduit à une innovation marquante sur le plan technologique, thérapeutique ou social, valorisant la recherche scientifique française.
La médaille de la médiation scientifique a récompensé pour la première fois cette année des scientifiques et des personnels d'appui à la recherche pour leur action, ponctuelle ou pérenne, personnelle ou collective, mettant la science en valeur au sein de la société. La médaille d'argent distingue des chercheurs et des chercheuses pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux reconnus sur le plan national et international. La médaille de bronze récompense les premiers travaux de chercheuses et de chercheurs spécialistes de leur domaine et encourage la poursuite de recherches bien engagées et déjà fécondes. La médaille de cristal distingue quant à elle des personnels d'appui à la recherche qui, par leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens de l'innovation, contribuent aux côtés des chercheurs et des chercheuses à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française. Enfin, le cristal collectif, créé il y a 2 ans, distingue des équipes de femmes et d'hommes, personnels d'appui à la recherche également, ayant mené des projets dont la maîtrise technique, la dimension collective, les applications, l'innovation et le rayonnement sont particulièrement remarquables. Cette distinction est décernée dans 2 catégories, appui direct à la recherche et accompagnement de la recherche. L'année dernière, en raison de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie de remise des médailles du CNRS en Provence et Corse n'avait pas pu se tenir. La cérémonie d'aujourd'hui est donc tout à fait exceptionnelle par son ampleur. 11 chercheuses, enseignantes-chercheuses et chercheurs des palmarès 2020 et 2021, médailles d'argent et de bronze du CNRS vont en effet être mis à l'honneur. La délégation régionale compte également à son palmarès 2 cristals collectifs, Commons, échangeurs de filtres LSST, dont les cérémonies se dérouleront dans les jours à venir à Paris, et une médaille de l'innovation attribuée à Antoine Aiello, directeur du laboratoire Stellamar en Corse, pour ses recherches dans le domaine de l'ingénierie écologique au service de la mer et de la restauration écologique, et dont la cérémonie de remise s'est déroulée le 18 novembre dernier à Paris. Fier de ses talents, le CNRS rend hommage aujourd'hui aux femmes et aux hommes qui vont vous être présentés et qui, chaque jour, font avancer la connaissance au bénéfice de la société tout entière. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. Je regrette bien de ne pouvoir être dans cet amphi avec vous, mais vous souhaite à toutes et tous un excellent moment. Pedro Lima, je vous cède la parole pour l'animation de cette soirée. Merci. Merci beaucoup Nathalie Pasqualini. On peut vous applaudir. Je vous propose que nous entrions tout de suite dans le vif du sujet avec la cérémonie de remise des 8 médailles de bronze du CNRS 2020 et 2021. Psychologie comparée au laboratoire de psychologie cognitive, le LPC, de l'Institut des sciences biologiques INSB. Je vous propose d'abord que nous regardions un portrait vidéo d'Adrien Megarditchian. Alors moi je suis Adrien Megarditchian, je suis chercheur chargé de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire de psychologie cognitive qui est basé à Marseille. Mon terrain de jeu, c'est de travailler sur une grande question, c'est la question des origines du langage, qui est une question qui intéresse tout un tas de disciplines, qui essaient de comprendre d'où vient le langage. Et nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice par notre petite contribution par la primatologie, en étudiant la communication de nos chers cousins, les primates et des babouins en particulier. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a vu qu'à travers le geste, grâce au mouvement de main, non seulement il l'utilise comme moyen de communication, mais on retrouve une propriété essentielle du langage, c'est l'intention. Capacité à contrôler son message et le faire passer à l'autre. Et on sait que l'intention, dans le langage, en tout cas chez les bébés, elle émerge d'abord par le geste. Bien avant d'être en mesure de parler, de produire des sons intentionnellement pour communiquer avec l'autre, le bébé humain commence par faire des gestes, les fameux gestes de pointage, qui sont intentionnels. Et il y a un autre phénomène qu'on a observé, qui est vraiment intéressant chez nos chers cousins,
c'est que cette communication par les mains était asymétrique. On arrivait à des proportions, je crois, à l'échelle du groupe, de 78% de droitiers. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et effectivement, on sait que la main droite, c'est relié à l'hémisphère gauche, et la main gauche à l'hémisphère droit du cerveau. Donc communiquer avec les mains et favoriser la main droite, ça pourrait refléter une mobilisation plus importante de l'hémisphère gauche chez le babouin. On a vérifié ça aussi, ce phénomène, chez l'humain. Apparemment, les gauchers utilisent aussi un peu plus leur main droite quand il s'agit de communiquer, moins que les droitiers évidemment, mais ça nous a interpellés et on s'est dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, peut-être qu'il y a une continuité entre le langage chez l'humain et la gestuelle des babouins. Ça implique apparemment peut-être la même organisation hémisphérique. Et c'est ce qu'on a voulu vérifier. On a pu avoir la chance d'analyser des images IRM de babouins et regarder exactement au même endroit. Au niveau de ces zones, on a retrouvé exactement les mêmes asymétries cérébrales anatomiques. Pourtant, c'est une espèce qui n'a pas le langage, mais du coup, on a été assez frappés de voir qu'ils partageaient avec notre espèce une organisation anatomique qu'on croyait propre au langage humain, mais en tout cas qu'on retrouve dans le cerveau de nos chers cousins primates. Et ce qui est intéressant, c'est que ces asymétries pour des zones homologues du langage, du babouin, ont l'air d'être corrélées, en tout cas de prédire la main utilisée en communication gestuelle. Donc grâce à l'étude de ces asymétries comportementales et cérébrales, on a pu faire du lien entre de la communication gestuelle chez nos cousins et le langage dans le cerveau. Et ça, évidemment, ça nous conforte dans l'idée de l'importance de la communication gestuelle chez notre ancêtre commun dans probablement l'émergence de ce qui a donné après le langage chez Homo sapiens. Merci beaucoup. J'appelle pour recevoir sa médaille de bronze Adrien Megarditchian à la tribune à mes côtés, médaille qui va lui être remise par André Lebivic, directeur de l'Institut des sciences biologiques INSB. Venez à mes côtés. Et je vous passe d'abord la parole, monsieur Lebivic, pour un propos de présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je couperai rapidement sur les remerciements à tout le monde. Juste, je veux quand même remercier Nicolas qui est venu et qui n'était pas très content que ce soit un vendredi soir. Mais bon, je suis à Marseille, donc c'était un vendredi soir. Alors, cher Adrien, parce que quand on te rencontre pour la première fois, je vais essayer d'être rapide, 2 minutes. J'avais compris 8 minutes, moi, au départ, donc je vais essayer de couper tout ce que je peux. Donc, ce qui frappe, je me souviens quand j'étais allé voir le Rousset avec Antoine, il faisait aussi froid ce jour-là qu'aujourd'hui. C'est ton enthousiasme communicatif et tes yeux qui pétillent, là, on le voit bien d'ailleurs, dès qu'on parle de recherche. Alors, je vais aller rapidement sur l'historique. Donc, après un baccalauréat à l'orgue, on démarre tôt, dans le Var, tu es parti. Non, mais c'est parce qu'il est parti à Montpellier après, pour deux années de prépa et une licence de biologie des organismes, des populations, des écosystèmes. Et ça, c'est vraiment important parce que là, il y a déjà l'intérêt pour l'animal dans son milieu. Ensuite, tu es allé à Toulouse pour un master de neurosciences, comportement et cognition et une thèse de psychologie ici à Aix, tout à côté, avec Jacques Vauclair, ce qui est aussi à côté du centre de primatologie, qui est ton jeu, enfin ton terrain de jeu maintenant. Voilà. Donc cette thèse a été un très grand succès et porte sur, alors je le dirais, mais en fait tu as tout expliqué déjà dans la vidéo, c'est la latéralité et la communication gestuelle chez le babouin et le chimpanzé. On n'a pas vu de chimpanzé là, à la recherche des précurseurs du langage. Donc ensuite, il est parti avec une bourse postdoctorale de la Fondation Fizen à Atlanta pour des travaux en imagerie IRM sur les chimpanzés au Yerkes National Primate Research Center avec Hopkins, et sur la communication des chimpanzés sauvages au Sénégal avec l'anthropologue américaine Gilles Pretz. C'est vraiment c'est large comme, et puis ça a l'air vraiment intéressant en plus. Donc ton parcours, Adrien, est riche par ses mobilités, mais aussi par son spectre, comme je le disais, très large et très multidisciplinaire. Effectivement, on voit qu'au cours de ta formation, tu as accumulé les expériences pour pouvoir maintenant faire ce que tu fais.
Donc le fait, alors là, effectivement, il aurait été bien d'avoir un pupitre, mais bon. Donc, ta formation initiale solide en maths et puis dans toutes les autres matières a fait que tu as pu exploiter ces possibilités pour aborder les questions scientifiques qui te motivent. Lorsque tu es revenu en France en 2012, tu as intégré le laboratoire de psychologie cognitive de Jo Ziegler, qui doit être quelque part, j'espère, sur le campus de Saint-Charles et au sein de l'équipe Cognition Comparée, dirigée par Joël Fagot, qui est très connu pour ses travaux, effectivement, sur le langage et autres. Et c'est là que tu es recruté au CNRS en 2014. Alors, depuis ta thèse, effectivement, les succès scientifiques s'enchaînent. Et tu as aussi réussi à attirer des financements, comme par exemple l'ANR Retour Postdoc pour ton projet, Lang Primate, et, qui est un jeu de mots en plus. L'ERC Starting Grant ensuite, en 2017, Geste Image, et ce qui t'a permis vraiment de te déployer et de faire ce que tu voulais faire. Alors, tes contributions scientifiques, je vais aller vite, puisqu'en fait, si les gens ont écouté, ils savent déjà ce que tu fais. En fait, c'est, si je peux résumer, c'est l'origine commune du langage et du geste. Et ça, c'est très important parce que ça s'inscrit dans un champ théorique qui stipule que l'origine du langage trouve ses premières racines dans la communication gestuelle, en fait, plutôt que dans les vocalisations. Et ça, c'est vrai que moi, j'étais resté il y a quelques années là-dessus. Et ce positionnement va à l'encontre de l'hypothèse soutenue par de nombreux primatologues. On va peut-être changer maintenant. Je ne sais pas si tu as sûrement vu l'article dans Science sur le rôle de la manipulation d'un outil et la compréhension de la syntaxe complexe. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça fascinant. Bon, voilà, on est toujours dans le même lien, on va dire. Par tes travaux sur l'organisation cérébrale hémisphérique asymétrique, qui ont utilisé l'imagerie cérébrale et en analysant les comportements manuels, on voit tu filmes beaucoup et tu observes beaucoup les primates non humains. Tu as montré l'existence d'une spécialisation, j'espère que je ne vais pas me tromper de page, hémisphérique à gauche au sein des zones cérébrales homologues communes aux fonctions motrices du langage et chez les humains, les zones de Broca et tout ça. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, je vous fais croire que je suis un neurobiologiste, mais je ne suis pas. Donc, ces travaux renforcent l'idée que le geste est à l'origine du langage et non vocal. Donc, il y aurait en fait plutôt une origine bimodale, par l'intégration progressive de vocalisation intentionnelle dans un système commun au geste chez nos frères primates. Et là, on voit toute l'importance en fait de l'évolution et de l'étude de l'évolution, parce qu'on pense que nous sommes des choses spéciales. En fait, non. Les propriétés que nous avons maintenant, elles sont apparues plus ou moins de façon approfondie déjà au cours de l'évolution, et on les trouve maintenant chez beaucoup d'espèces. Voilà. Bon, je ne parlerai pas de tes publications qui sont nombreuses et de haute qualité, puisque je crois que le temps, passe, le temps passe, et oui. On ne fait que ça. Et en tout cas, si elle n'avait pas été, tu n'aurais pas été lauréat du prix Paoletti en 2017, et je connais le niveau de ce prix puisque je le donne aujourd'hui, et aussi de la médaille donc, de bronze du CNRS que tu vas avoir dans un instant. Donc je te félicite au nom du CNRS et garde ton enthousiasme pour la recherche. Voilà. Donc, bravo, merci. Donc, nous allons assister maintenant à la première remise ce soir de la première médaille de bronze au premier lauréat. Et non, c'est pas celle-ci, c'est celle qui est juste derrière. Et pour meubler, parce qu'il y a le nom dessus, c'est oui, ça. c'est ça. Ah bon. Donc pour meubler, les 8 minutes dont parlait le monsieur concernent l'ensemble de la présentation du lauréat, vidéo comprise. Cher Adrien, au nom donc du président directeur général du CNRS, je te remets là, donc la médaille de bronze du CNRS. Félicitations. Merci. On peut les applaudir. Et on peut l'applaudir. Bravo. C'est à vous pour un mot. Mais merci beaucoup André pour ce discours. Je ne m'attendais pas du tout qu'il y avait un sorte de retour sur le parcours. Donc tu as cité tous les gens que je voulais remercier, c'est bien. Donc je vais aller vite. Juste rappeler que cette hypothèse-là gestuelle, elle a été initiée en France par mon directeur, Jacques Vauclair, qui a eu, quand j'étais étudiant, il m'a pris en stage pour, vous savez, les fameux stages de maîtrise, enfin Master 1. Donc c'était juste un petit stage d'1 mois et demi. Il m'a pris alors que je venais de botanique quand même, biologie des populations, on faisait des relevés de plantes.
Il m'a dit que je n'étais pas du tout psychologue, quoi. Donc, il dit, bon, allez, on va essayer, on va voir. Et donc, il m'a accordé sa confiance et ça a été un coup de foudre pour la science, quoi. Donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce domaine-là. Et donc, je voulais le remercier beaucoup de m'avoir donné cette magnifique sujet de recherche. Et puis après, voilà, on croise des gens qui font basculer, en fait. Il y en a plein. Hein. Joël Fagot, ça a été une rencontre très importante, qui était aussi un étudiant de Jacques Vauclair, et qui, lui, a vraiment inscrit la cognition comparée dans la région PACA avec un labo, une équipe qu'il a montée en 2012, je crois, spécialement dédiée à ça. Donc ça a été évidemment un réceptacle pour ma candidature au CNRS. Ça a été une dynamique de recherche dans ce domaine qui m'a permis de rentrer à l'usure, à force d'essayer tous les ans. Salut, c'est encore moi. En faisant de grands gestes. Voilà. J'ai fini par rentrer. Et là, c'est un terrain de jeu formidable, à vie. On va faire des bacs à sable, on va s'amuser dans un terrain de jeu à vie, mais c'est extraordinaire. Fonctionnaire de la recherche. Je reviens toujours pas. J'ai l'impression de... Ouais. Et merci au labo aussi, au LPC, qui m'a soutenu depuis le début, en fait, Jo Ziegler, Jonathan Gringer. Et la station de primatologie, c'est le terrain de jeu extraordinaire. Ça fait 15 ans, ils me voient grandir, vieillir, grossir. C'est une équipe formidable. Il y a tout le boulot de l'ombre, hein, des soigneurs, des vétos, des biologistes, tout ce travail-là qui, nous, sans eux, on ne pourrait rien faire, quoi. C'est vraiment essentiel. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et puis, merci encore. Ouais. Merci à vous et bravo encore. Posez-le là-bas. De la primatologie et de la gestuelle, on part vraiment très très loin dans l'astrophysique avec le portrait et le lauréat suivant qui est Arthur Vigan, chercheur en astrophysique et en instrumentation au laboratoire d'astrophysique de Marseille, le LAM de l'Institut national des sciences de l'univers. On regarde d'abord son portrait. Je m'appelle Arthur Vigan, je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille sur l'étude, la détection et l'étude des exoplanètes par imagerie directe. L'imagerie directe des exoplanètes, en fait, c'est essayer de réaliser des véritables photographies des environnements stellaires autour des étoiles proches pour pouvoir détecter des planètes. On va mesurer, capter la lumière qui vient directement de ces planètes-là et donc on va pouvoir l'étudier. Et donc ça nous amène à la possibilité de les caractériser, de faire leur spectre, donc de comprendre de quoi elles sont formées. Je peux parler du cas de ce qu'on a fait avec l'instrument Sphère. J'ai fait partie de l'équipe internationale qui l'a développé et qui l'a installé sur le Very Large Telescope. Et à la suite de cette installation, on a observé plusieurs centaines d'étoiles relativement proches du Soleil à la recherche de nouvelles planètes. Et en fait, dans le cadre du relevé SHINE, on a détecté une planète en 2016 ou 2017. Et c'est effectivement la première exoplanète pour laquelle j'ai participé vraiment activement à la détection et l'étude. Et en plus, c'est avec un instrument que j'ai participé à développer. Je travaille également en fait, au développement d'une nouvelle instrumentation, d'instrumentation de nouvelle génération. On va partir de l'instrument Sphère et l'améliorer, parce qu'on sait d'après les modèles que dans la zone qu'on peut observer autour des étoiles actuellement avec l'instrument Sphère, on s'attend à avoir peu de détection, mais que si on arrivait à se rapprocher d'un facteur 2, là, potentiellement, on pourrait avoir beaucoup plus de détection. Donc l'instrument Sphère Plus, on espère, pourrait permettre d'aller sonder ces zones beaucoup plus proches. Et un autre projet sur lequel je travaille, c'est le projet iRISE, qui est vraiment un projet que je mène moi depuis 4 ans maintenant sur une bourse du European Research Council, qui est en fait un instrument pour faire de la caractérisation détaillée de planètes déjà connues. L'idée de cet instrument, c'est qu'on va implémenter un nouveau système à l'intérieur de l'instrument Sphère. Donc ici, on peut voir une image de ce système qui va être implémenté à l'intérieur de Sphère. Et en fait, avec ce système, on va prélever le signal d'une exoplanète connue, dont on connaît déjà la position, et en fait, on va le prélever avec une fibre optique. Donc on va injecter le signal de la planète à l'intérieur de la fibre optique, et avec la fibre optique, on va transmettre ce signal à un spectrographe à très haute résolution spectrale. Et du coup, on va potentiellement pouvoir apprendre beaucoup plus de choses sur la composition ou sur ce qui se passe dans l'atmosphère de ces exoplanètes. Et en particulier, une chose qu'on va pouvoir mesurer, c'est la vitesse à laquelle ces planètes tournent sur elles-mêmes. Et donc potentiellement,
en comparant sur un grand nombre de planètes la vitesse à laquelle elles tournent par rapport à des modèles. On pourrait apporter des contraintes sur le mode de formation de ces exoplanètes géantes. J'aime bien avoir ce côté justement à la fois entre le développement d'instrumentation et l'astrophysique. C'est vraiment cet aspect multi-activité, multi-technique qui me plaît particulièrement. Merci beaucoup. Donc, j'appelle Arthur Vigan à me rejoindre sur l'estrade en compagnie de Nicolas Arnaud, directeur de l'Institut national des sciences de l'univers, INSU, à qui je cède tout de suite la parole pour sa présentation. Bonjour à toutes et tous, bonjour chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués à tous vos niveaux et grades. J'ai donc le difficile devoir, de ne pas avoir de pupitre et donc de porter ça à la main. 2, de devoir rattraper les 10 minutes de André, que je remercie de m'avoir invité un vendredi soir à Marseille, mais je suis très content. Mais j'ai surtout l'immense plaisir de remettre aujourd'hui à Arthur Vigan une récompense qui, pour moi, récompense quelque chose de très important, c'est-à-dire un double profil. D'une part, celui d'un chercheur instrumentaliste, dédié vraiment à la détection directe, et on l'a vu dans ce petit film, des exoplanètes par imagerie, mais en même temps un astrophysicien spécialiste des exoplanètes, et en particulier des exoplanètes géantes jeunes. Il faudra que vous m'expliquiez réellement l'exoplanète géante jeune, mais je trouve ça passionnant. Alors, avec ce double profil, vous êtes un acteur très important de l'instrument Sphère, dont vous nous avez parlé, OVLT, qui est un des premiers instruments qui nous permet de voir réellement les exoplanètes, puisqu'on les a beaucoup détectées par un certain nombre de processus, dont vous avez sans doute entendu parler, quand elles occultent un certain nombre de planètes avec leur vitesse radiale. Mais finalement, en exoplanète, le rêve de tout le monde, et le mien en particulier, c'est de voir une exoplanète. Et l'instrument Sphère va permettre, à travers la caméra IRDIS notamment, dont vous nous avez parlé. Et vous avez commencé dès votre thèse sur l'ensemble de cette instrumentation-là. Et puis vous avez continué dans cette double veine, notamment instrumentaliste, à l'occasion de votre démarrage de carrière au CNRS en 2013. Et depuis, vous avez développé un certain nombre de dispositifs qui permettent de corriger les aberrations non vues par l'analyseur, parce qu'évidemment, voir loin, petit, peu lumineux, ça suppose être capable de corriger l'ensemble de tous ces effets qui nous masquent ce que l'on aimerait vraiment voir. Et notamment ceux qui font de la photo sauront de quoi je parle. Alors c'est un élément crucial, tout cet apport instrumental, tout l'instrument pour augmenter notre capacité de détection. Et puis vous portez également un projet qui s'appelle HiRISE, de liaison fibrée entre Sphère et les spectromètres, dont vous nous avez parlé dans le petit film. Ce sont des développements extrêmement prometteurs pour la détection d'exoplanètes. Et pour tout cela, vous êtes reconnu par l'intermédiaire de votre grande production scientifique, et notamment par une bourse ERC Starting Grant pour ce projet, que je vous félicite d'avoir obtenu. On sait quelle est la difficulté à obtenir et la grande compétition. Alors votre impact dans le domaine est donc extrêmement important et il souligne un brillant début de carrière, typiquement ce que la médaille de bronze du CNRS recommande. Sur le plan purement astrophysique, parce que j'ai beaucoup parlé d'instrumentation, c'est un peu mon dada, mais on ne fait rien sans de l'instrumentation, je crois, dans nos domaines. Sur le plan purement astrophysique, vous participez beaucoup à l'exploitation des programmes de temps sur l'instrument Sphère, et c'est ainsi que vous jouez un rôle important dans la découverte de systèmes exoplanétaires, au nom charmant de HIP 65426 et PDS 70, mais surtout la caractérisation de leurs exoplanètes. Alors, la médaille de bronze du CNRS vient récompenser ce brillant début de carrière, mais surtout, je crois, ce profil de double compétence qui fait la richesse de l'astronomie française, de l'astrophysique française, et je trouve que vous êtes vraiment le digne héritier de cette tradition d'une double culture entre astrophysique et instrumentation. Pour finir, je dirais qu'en complément de tous ces mérites, vous consacrez une part importante de votre temps professionnel à des activités engagées collectives, comme le comité des programmes de l'ESO, par exemple, ou comme le Conseil national des astronomes et physiciens, qui sont des éléments importants. Pour toutes ces qualités, pour tous ces accomplissements, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous remettre, au nom du président directeur général du CNRS, Antoine Petit, la médaille de bronze du CNRS. Et donc, je vais essayer de ne pas me tromper, c'est laquelle ? Celle-ci. Avec toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. Bon, sinon, à la fin, on jouera, j'échange ma médaille.
Bon, ben, merci beaucoup pour ces félicitations. Je suis extrêmement heureux et honoré d'être ici. Je pourrais remercier tout un tas de gens. Je vais peut-être pas forcément dire nominativement, mais clairement ma famille, que ce soit mes parents ou ma femme, m'ont toujours soutenu jusqu'ici dans le travail que j'ai fait. Donc, c'est pas par hasard non plus que je suis là. C'est en partie grâce à eux. Et évidemment, tous mes collègues au laboratoire d'astrophysique de Marseille et ailleurs, parce que quoi qu'on en dise, cette médaille, elle est nominative, elle est à mon nom, mais en fait, tout le travail que j'ai fait, ça a été grâce à un grand nombre de collaborateurs, en particulier quand on développe de l'instrumentation pour ce qu'on appelle les très grandes infrastructures de recherche. Ben évidemment, on repose sur des collaborations, toutes des équipes d'ingénieurs, d'administratifs, tous ces gens qui contribuent à tout ce travail de recherche et qui permettent à la fin d'obtenir ces résultats astrophysiques. Et donc tous ces gens-là, ben, je voudrais les remercier, et puis parce qu'en plus, certains en particulier qui m'ont vraiment soutenu et qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui là où je suis. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous. Bravo. Merci à tous les deux. J'ai une fois interviewé un scientifique, Boris Cyrulnik, pour ne pas le nommer. Il m'a dit que je faisais un article sur l'intelligence, les comparaisons entre intelligence humaine et animale. Il m'a dit qu'il existe un propre de l'homme, mais il existe aussi un propre du ver de terre. J'avais trouvé ça une très très belle expression. On va apprendre dans le portrait suivant qu'il existe aussi un propre de la bactérie, puisque les bactéries aussi ont des sensations. La personne suivante, lauréate, qui va recevoir la médaille de bronze s'appelle Emilia Moriello. Elle est chercheuse en microbiologie au laboratoire de chimie bactérienne, LCB, de l'Institut des sciences biologiques du CNRS. Nous allons tout d'abord regarder son portrait. Je m'appelle Emilia Moriello et je suis directeur de recherche au sein du laboratoire de chimie bactérienne au CNRS à Marseille. Au sein de l'équipe, on utilise une bactérie modèle qui s'appelle Myxococcus xanthus. On le retrouve par exemple dans le sol ou sur les feuilles des arbres, ou on le trouve à plusieurs endroits en nature, mais surtout dans le sol. C'est une bactérie qu'on appelle sociale dans le sens où les bactéries normalement, c'est des cellules planctoniques, donc c'est des organismes unicellulaires qui communiquent avec leur environnement. Dans le cas de Myxococcus xanthus, souvent ces bactéries forment des structures multicellulaires, donc s'agrègent entre eux, communiquent entre eux, elles se développent, elles changent de forme et de physiologie pour former ces corps fructifères qui sont très résistants aux conditions environnementales pas favorables. En fait, si je peux le dire dans des mots très simples, j'étudie le cerveau de la bactérie. En fait, qu'est-ce que c'est le cerveau? Le cerveau, c'est notre organe qui nous permet de percevoir tous les signaux qui viennent de l'extérieur, de les élaborer et après de répondre avec une réaction. Et moi, en particulier, j'étudie les systèmes chimiosenseurs de cette bactérie. On essaie de répondre à une question relativement à la production de l'exopolysaccharide, donc cette matrice qui entoure la cellule, le biofilm, pour le rendre résistant et qui permet aussi aux bactéries de se déplacer dans l'environnement. Et on s'est retrouvé face à un résultat divergent, donc qui m'a mené à étudier une autre structure de la cellule, donc les piliers de type 4, qui est aussi la structure qui permet aux cellules de se déplacer, mais que donc c'est un résultat que j'aurais pu ignorer parce que c'était pas ce que je m'attendais. Mais en fait, des fois, il faut y aller. Il faut être curieux, il faut pas avoir peur d'un changement de direction. Ce qui était très surprenant, c'est que ces molécules que j'étude ont une localisation cellulaire très particulière dans cette bactérie. Donc normalement, on les trouve associées à la paroi cellulaire, donc à la périphérie de la cellule. Mais normalement, dans la bactérie sur laquelle je travaille, elles sont localisées au niveau du chromosome. Et moi en particulier, donc, ce que j'ai trouvé récemment, c'est une protéine qui est essentielle, ça s'appelle FrisB, est essentielle pour cette localisation au nucléoïde. Et donc on a en particulier étudié le fonctionnement de cette protéine et quel est son rôle dans la formation de ces structures multiprotéiques. Et ça, c'était une découverte très spéciale, très surprenante,
car on ne sait toujours pas pourquoi en fait ces systèmes sont localisés au niveau du chromosome, donc de l'ADN, et notamment ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de répondre à cette question. Si on n'a pas le courage de prendre un chemin qui n'est pas le chemin sur lequel on marche au quotidien, c'est vrai que la science aurait du mal à progresser. Merci beaucoup. On peut applaudir ce portrait avec toutes ces informations passionnantes qu'on apprend vraiment. C'est un moment où on apprend beaucoup de choses, la remise des médailles du CNRS. Donc j'appelle pour recevoir sa médaille Emilia Moriello, médaille qui lui sera remise par André Lebivic, directeur de l'Institut des sciences biologiques, puisqu'il s'agit de biologie. Je les invite tous les deux à nous rejoindre sur l'estrade. Bienvenue. Et je vous passe la parole. Donc, je voudrais revenir, il marche, oui, rapidement sur la carrière votre carrière qui est vraiment déjà très riche en accomplissements. Hein. Vous avez fait un doctorat à Naples, dans le laboratoire du professeur Erika, et vous avez participé à développer ou à travailler sur une technique de vaccination avec des spores bactériennes comme système antigénique. Je ne sais pas si c'est ça. Donc ce travail, certes intéressant, vous a permis de réaliser que ce que vous aimiez, c'était vraiment la recherche fondamentale. Donc en 2006, vous êtes parti en stage postdoctoral à Berkeley, dans le laboratoire de David Sussman, pour travailler sur le fameux Myxococcus xanthus. Donc, vous l'avez dit dans la présentation, c'est une bactérie sociale qui, lorsqu'elle est soumise à un stress, va passer par une phase multicellulaire. Et en fait, ce monsieur Sussman avait identifié il y a très très longtemps un mutant qui était incapable de former ces structures, si j'ai bien compris. Et en fait, ces mutants n'étaient pas affectés dans leur programme de développement, mais dans leur capacité à s'orienter et plus précisément à détecter, en fait, à fuir une molécule répulsive. Voilà, donc effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que vous parliez de ça, vous êtes saisi de cela, cette observation, et vous avez donc pu construire ce très riche début de carrière grâce à ça. Et vous allez donc contribuer à caractériser les mécanismes de chémodétection chez Myxococcus xanthus et les liens qui utilisent ces mécanismes avec la motilité cellulaire. Donc, dans le laboratoire de Sussman, c'est là que vous avez aussi rencontré Tam Mignot. Hein, j'ai vu des espions apparemment. Et alors, juste un mot sur Tam, je ne sais pas s'il est là ce soir. Oui, c'est un des candidats au CNRS qui m'a le plus impressionné lorsque je l'ai auditionné il y a pas mal d'années. Je m'en souviens toujours et je le rappelle à chaque fois. Voilà. Donc, et à la fin de ce postdoc, vous avez donc rejoint le laboratoire de chimie bactérienne et présenté le concours. Et là, je dis pour Adrien, elle a réussi du premier coup. Voilà. À Marseille, donc vous poursuivez votre travail sur Myxococcus xanthus, j'arrive, et plus généralement sur les mécanismes qui permettent aux bactéries de sonder leur environnement, les récepteurs, leur structure et les voies de transduction du signal. Vous avez obtenu plusieurs financements, dont une Marie Curie Career Integration Grant, pour revenir, je suppose, et une ANR Jeune Chercheur. Et vous dirigez des thèses, encadrez des ingénieurs, et donc vous êtes... C'est déjà un peu beaucoup pour la médaille de bronze. Vous venez d'être, enfin, vous avez été promu directeur de recherche en 2020. Voilà. Donc vous avez des publications prestigieuses et vous avez vraiment fait augmenter la visibilité non seulement de Myxococcus xanthus, mais aussi du laboratoire et de cet organisme modèle. Donc au nom du président directeur général du CNRS, Antoine Petit, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre cette médaille de bronze du CNRS. Bravo. Merci. Alors, c'est laquelle ? J'ai compris la suite logique, là. C'est bon. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Bon, j'ai juste une minute pour dire que je suis très heureuse et honorée de recevoir cette reconnaissance. Et je tiens quand même à remercier certaines personnes.
Avant tout, Tam Mignon, qui m'accueille dans son équipe depuis le début, donc depuis 10 ans. Comme vous l'avez dit, comme vous avez introduit, on s'est rencontrés en postdoc depuis 2011, donc il m'accueille dans son équipe et je dois le remercier pour tout ce qu'il a apporté à mes projets scientifiquement et moi aussi comme chercheuse. Je tiens à remercier aussi des gens de l'équipe qui ont contribué, qui contribuent quotidiennement au développement des projets. Avant tout, c'est Nick Giuseppi, qui est un ingénieur de recherche qui me suit depuis très longtemps, et Julien Héroux, qui a collaboré avec qui je partage le bureau et avec qui quand même je collabore quotidiennement pour la partie biochimique. Je tiens à remercier les collaborateurs sans qui les projets ne peuvent pas se réaliser, et avant tout Léon Espinosa pour la partie biocell qui est là et qui a contribué pratiquement à tous mes projets. Certaines personnes du laboratoire de chimie bactérienne qui m'ont vraiment bien accueilli et qui ont été toujours à l'écoute. Elles sont aussi là, Mireille Ansaldi, qui est aussi directeur adjoint du LCB, et Anne Galigné. Et beaucoup d'autres personnes que je n'ai pas le temps de remercier, mais aussi ma famille, Gianluca et Fébé, pour leur amour et patience. Et voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup. Emilia Morillo, et encore bravo. Et on retourne aux neurosciences. Que se passe-t-il sous notre peau, dans notre peau, lorsque nous recevons une caresse ? Magnifique question à laquelle tente de répondre la lauréate suivante, Rochelle Ackerley, qui est chercheuse en neurosciences au laboratoire de neurosciences cognitives, LNC, de l'Institut des sciences biologiques, dont nous allons tout d'abord regarder le portrait. Je m'appelle Rochelle Ackerley et je suis chercheuse au CNRS depuis 2017. Je travaille dans le laboratoire de neurosciences cognitives. Ça, c'est au site de Saint-Charles à Aix-Marseille Université. Spécifiquement, je travaille sur le sens du toucher chez les humains. Et c'est pour ça que j'ai développé l'hypothèse du toucher affectif avec des collaborateurs, bien sûr, c'est pas que moi. Et j'ai découvert que nous avons des fibres spécifiques dans la peau qui codent le toucher social, le toucher émotionnel. Et ces fibres s'appellent les fibres C-tactiles, les CT. Et nous avons beaucoup de fibres C-tactiles dans la peau, ici par exemple, la peau avec des poils. J'ai montré que ces fibres répondent bien aux caresses qui sont optimales pour les interactions, le toucher qui est social. On peut voir le toucher affectif dans le cerveau. Mais c'est assez difficile à enregistrer, mais on a vu une vague qui correspond avec le toucher affectif. Il y a que nous, en France, qui fait l'approche de microneurographie. On peut enregistrer et entendre les réponses propres des neurones, des réponses des récepteurs du toucher. Parce qu'on implante une aiguille dans le nerf, un nerf périphérique chez un sujet. Et après, quand on a trouvé une seule fibre, il faut stimuler la peau. Et nous avons beaucoup de robots, par exemple, pour stimuler la peau. On utilise des petits monofilaments pour stimuler le champ récepteur, par exemple. Et on peut, en même temps, quand on touche la peau, on peut entendre les signaux, les vrais signaux. Et c'est un moment de grand plaisir pour nous, pour moi, pour mon équipe. Donc pour moi, le rêve est développer les retours sensoriels pour les prothèses. Donc je voudrais savoir comment on peut améliorer le retour sensoriel pour les gens qui manquent le toucher en fait, parce qu'ils sont amputés. Et je voudrais donner pour eux ce toucher aussi. Donc il faut stimuler des petites fibres ici, et ça c'est difficile, mais il faut savoir
comment ces fibres répondent pour donner le retour somatosensoriel dans une prothèse aussi. Donc ça, c'est le rêve. Bravo, on peut applaudir cette présentation stimulante. J'appelle donc à l'estrade à mes côtés Rochelle Ackerley, qui va recevoir la médaille de bronze des mains de Jean-Louis Vercher, chargé de mission à l'Institut des sciences biologiques. Et pendant que vous préparez vos micros, je partage un petit souvenir d'ancien étudiant en neurosciences, car oui, je voulais devenir chercheur. Et je suis devenu journaliste scientifique. J'ai entendu, moi, un jour aussi, le chant de mes neurones avec une micro-électrode plantée à l'arrière du genou. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, d'entendre un son comme ça qui sort de votre propre organisme. Voilà, j'ai fini. Je vous passe la parole, cher ami. Merci, Pedro. Donc, Rochelle, cette médaille de bronze qui va être remise, elle aurait dû en fait être remise l'an dernier, en 2020. Ça n'a pas été possible, tu sais, je pense que tout le monde sait pourquoi. Et moi, je le regrette beaucoup parce que l'an dernier, j'aurais eu 5 minutes pour faire ton éloge. Et là, je n'en ai que 2. Voilà. Donc, pourquoi effectivement le CNRS t'a proposé pour cette médaille? C'est parce qu'en grande partie parce que tu maîtrises une expertise rare, dont tu as parlé d'ailleurs dans la vidéo, celle de la microneurographiie humaine, qui est donc l'enregistrement de l'activité unitaire des fibres sensorielles. C'est donc, effectivement, comme tu l'as dit, entendre tes propres neurones. Et tu l'appliques au décodage, en fait, et à la compréhension des mécanismes neuronaux du traitement cognitif du sens du toucher, qui est un sens qui a été particulièrement mis à l'honneur cette année, puisqu'il a donné lieu, effectivement, au prix Nobel de médecine et de physiologie. Et tu t'intéresses en particulier, tu l'as dit, au sens affectif, aux sensations affectives produites par le toucher, mais aussi aux sensations d'humidité, de texture, etc., quand on touche effectivement des surfaces. La grande originalité de ton approche, c'est que tu combines cette microneurographiie et aussi la neurostimulation, c'est-à-dire envoyer le message dans l'autre sens, vers le cerveau, de ces mêmes fibres, et tu associes une étude comportementale, une étude par neuroimagerie. Donc c'est vraiment une perspective complète que tu mets en place. Et c'est l'originalité de cette démarche, autant que la qualité de tes travaux qui sont reconnus par cette médaille. Alors quelques mots très rapidement sur ton parcours, qui est très international. Tu obtiens en 2006 ton doctorat en physiologie à Bristol, et en 2015 ton HDR ou son équivalent à Göteborg, en Suède donc. Entre-temps, tu avais effectué un postdoc à Manchester, puis tu fais une incursion dans le monde industriel, chez Unilever, comme chercheuse en neurosciences cognitives. Alors ça peut paraître étonnant, parce qu'en général, je pense que pour la majorité des gens, quand on dit Unilever, on pense plutôt à de la lessive. Donc on se demande vraiment ce qu'une neuroscientifique est allée faire là-dedans. Et en fait, tu as contribué à mieux comprendre la perception de la qualité des produits pour les consommateurs. Et moi, personnellement, je trouve que c'est très bien, effectivement, d'avoir ces passerelles entre le monde académique et le monde industriel, de voir un peu ces différents mondes. Tu rejoins le CNRS en 2017 dans le laboratoire Marseille dans lequel tu effectuais un dernier postdoc, soutenu par une bourse Marie Curie de l'Europe. Ce laboratoire était le point de chute idéal pour toi, car un des seuls, sans doute le seul en France, comme tu l'as dit, à pratiquer la microneurographie humaine, et ce depuis 40 ans. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais participé à 40 ans, j'avais été cobaye, comme on disait à l'époque, les premières manips des deux Jean-Pierre Roll et Jean-Pierre Vedel. Et donc moi aussi, j'ai eu le plaisir d'entendre chanter mes neurones. Donc depuis le début de ta carrière, tu conduis une recherche de très haut niveau, originale, sur un thème qui est porteur et scientifiquement, mais aussi techniquement complexe. Une recherche qui a une portée fondamentale et clinique, tes travaux pouvant donner lieu à des tests d'évaluation clinique du toucher, mais aussi, comme tu l'as dit, redonner ce qui manque beaucoup aux porteurs de prothèses, c'est-à-dire la sensation devant le toucher, qui est extrêmement important, ne serait-ce que pour contrôler la motricité de ces prothèses. Tu as déjà reçu une reconnaissance internationale, puisque tu as obtenu pour ton projet d'entrée au CNRS un financement de l'URC Consolidator. Et à dire que c'est une très bonne idée d'obtenir l'URC en même temps que tu candidates au CNRS. Ça, vraiment, c'est bien joué. Bon, je vais arrêter là parce que j'arrive au bout du temps. Je t'adresse bien sûr, à titre personnel, mes félicitations les plus sincères pour cette récompense. Je pense qu'on sera bien à se revoir parce que je sais que tu as entamé des collaborations avec des membres de mon laboratoire, qui est là-haut, juste derrière sur la colline. Et donc, c'est avec grand plaisir, je pense que c'est celle-ci. C'est bien celle-là. Vérifie, ouais, c'est ça. C'est avec grand plaisir qu'au nom d'Antoine Petit, le PDG du CNRS, je te remets cette médaille de bronze. Voilà, félicitations. Merci. Bravo. Bon, je voudrais dire quelques mots. Je voudrais remercier le CNRS, bien sûr, mon employeur, pour cette médaille.
et pour m'avoir permis de développer mes idées. Et ça, c'est en collaboration avec Aix-Marseille Université. Je voudrais également remercier mon groupe, l'équipe et le labo. Ça, c'est le laboratoire de neurosciences cognitives pour le soutien. Et en particulier à Anka Venoudias et à Jean-Marc Emnetti et à Edith Ribousiska, ainsi que les chefs du labo précédent et actuel. Je voudrais également remercier mes anciens superviseurs en Suède et en Angleterre et qui sont toujours m'inspirés. Je voudrais enfin remercier toute ma famille, mes amis, en particulier mes parents, Irene et Ron, en Angleterre, et mon mari, Étienne, mon amour, et mes enfants. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, la petite anti-sèche, là. Il faudra que j'y pense pour les prochaines animations. Quittons donc les neurosciences et la neurobiologie et rendons-nous du côté de la chimie avec Adrien Quintard, prochain lauréat, chercheur en chimie donc à l'Institut des sciences moléculaires de Marseille, IS2M, et de l'Institut de chimie INC. On regarde d'abord son interview et son portrait. Je suis Adrien Quintard, je suis chargé de recherche au CNRS et donc au sein de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille, qui est donc un institut de chimie avec une grosse partie chimie organique, mais aussi biochimie, qui appartient à Aix-Marseille Université, au CNRS, mais aussi à l'École centrale de Marseille. Moi, mon domaine de recherche, c'est avant tout la synthèse organique, on va dire en général, la catalyse. Ce qu'il faut voir, c'est que la catalyse, c'est ce qui permet d'abaisser l'énergie pour passer d'une molécule A à une molécule B. Donc ça va accélérer la réaction. Et bien sûr, ça va permettre aussi potentiellement de contrôler un petit peu la sélectivité de nos transformations. Tout ça mis bout à bout, ça va nous permettre de diminuer énormément les coûts, de préparer peut-être beaucoup plus rapidement, puisqu'on va permettre d'avoir un nouveau chemin pour passer de A à B, en diminuant la génération de déchets et l'énergie nécessaire. Donc c'est pour ça que la catalyse est vraiment fondamentale pour la chimie, on va dire, au XXIe siècle. Et nous, ce qu'on fait, c'est plutôt que de se focaliser sur un seul mode d'activation avec une seule catalyse. Alors souvent, avant, les gens utilisaient la catalyse métallique. D'autres ont ensuite découvert qu'on pouvait utiliser des catalyseurs organiques, c'est-à-dire des molécules qui ne contiennent pas de métaux pour catalyser des transformations. Et plutôt que de les mettre en opposition, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé au maximum de les combiner en multicatalyse. Et ça, la multicatalyse, ça permet de prendre le meilleur de chaque monde, donc d'être capable vraiment d'avoir les meilleurs modes d'activation possibles en combinant les deux, et ce qui permet d'améliorer encore plus l'efficacité de ces transformations. On a découvert des raccourcis synthétiques qui étaient vraiment très intéressants en combinant par exemple des complexes au fer et de l'organocatalyse qui ont permis vraiment des approches qui sont innovantes pour préparer plus rapidement tout un tas de molécules complexes tout en contrôlant en plus la chiralité de ces molécules qui est un grand défi sur lequel on travaille. Par exemple, ce qu'on fait en ce moment, c'est transposer notre savoir en catalyse au domaine de la chimie supramoléculaire, où on travaille par exemple avec des matériaux intelligents qui peuvent fonctionner grâce à de la catalyse. On a aussi des travaux qui sont en cours sur des moteurs moléculaires, où on applique ces principes de catalyse aux moteurs moléculaires. Donc, des choses qui sont vraiment basées sur notre savoir en catalyse, qui est vraiment en recherche fondamentale, mais appliquées à des choses qui sont vraiment très loin finalement de ces préoccupations premières de synthèse organique. Au laboratoire, il y a des fois, on peut en 2-3 jours être capable d'avoir vérifié une hypothèse qu'on a eue. Donc c'est quelque chose qui est super, surtout moi je suis pas patient du tout. Donc ça c'est vraiment un côté qui est génial parce que voilà, après on va être capable de vraiment vérifier rapidement est-ce qu'on a bien une hypothèse qui est correcte, est-ce qu'on est bien capable de résoudre un problème. Être chercheur, c'est déjà essayer de comprendre un petit peu plus le monde qui nous entoure. C'est vraiment, on va dire, un esprit critique et une envie de découvrir, voilà, de comprendre les choses et de se dire éventuellement, alors avec un apport qui peut être faible, mais se dire qu'on peut changer un petit peu la vision qu'ont les gens d'un domaine ou le monde qui nous entoure. Voilà. Bravo, merci. J'appelle donc
Adrien Quintard à nous rejoindre sur la scène. La médaille de bronze du CNRS va lui être remise par Didier Gigme, directeur de l'Institut de chimie radicalaire et représentant de l'Institut de chimie. C'est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Donc, Adrien, je suis très heureux d'être ici pour te remettre cette médaille. Alors, la direction de l'Institut de chimie s'excuse, a été appelée à d'autres obligations aujourd'hui et m'a chargé de la représenter. Donc, on se connaît un peu, puisque moi aussi je suis chimiste et on se croise régulièrement. On travaille dans des laboratoires voisins et je voudrais profiter de cette occasion aussi pour dire à quel point tout le monde apprécie le travail que tu fais, l'originalité de tes recherches, et également t'apprécie également pour ce que tu es. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, cher Adrien, tu as été recruté en 2014 pour rejoindre l'Institut des sciences moléculaires de Marseille pour travailler, comme tu l'as dit, sur des développements méthodologiques en synthèse organique. Tes thématiques de recherche sont centrées sur la multicatalyse énantiosélective, basée sur l'association synergique de l'organocatalyse et de la catalyse organométallique. Dans ce contexte, tu as mis au point une séquence originale combinant une réaction de transfert d'hydrogène catalysée par des complexes organométalliques avec une étape énantiosélective d'aminocatalyse. Ce sont des mots très techniques, mais c'est d'une complexité incroyable et Adrien arrive à maîtriser tout cela admirablement. Cette réaction a permis l'obtention d'alcool avec de bons rendements et de bons excès énantiomériques, et cette nouvelle séquence a notamment été appliquée à l'élaboration du Doremox, qui est un composé utilisé en parfumerie, et 2 fragments de molécules d'intérêt biologique. Donc, il y a d'autres méthodologies sur lesquelles tu travailles et que tu as développées, mais le temps est contraint, donc je vais un peu passer. Tes travaux sont publiés dans les meilleurs journaux de la discipline, et tu es auteur correspondant dans une grande partie d'entre eux, démontrant ton autonomie et le pilotage de ta recherche. Tu t'intéresses également à la valorisation, avec 2 brevets à ton actif. Depuis ton recrutement, tu as encadré déjà 5 doctorants et tu as décroché plusieurs financements issus entre autres de l'ANR, de la MIDEX et d'un appel à projet Ulysse France-Irlande pour soutenir tes recherches. Par ailleurs, tu es impliqué dans l'organisation de manifestations scientifiques telles que les rencontres de chimie organique de Marseille en 2018 et le 10e symposium francophone de synthèse totale en 2020. Adrien, tu es un chercheur très dynamique. Tes travaux ont déjà été couronnés par 3 prix. Le prix Émergence de la Société chimique de France, division chimie organique, en 2017. Le prix Junior Scientist Participation pour l'ECHEM Conférence sur la stéréochimie en 2017. Et le Team Chemistry Journal Award en 2018. En conclusion, cher Adrien, tu es un chercheur particulièrement créatif, développant des approches méthodiques et rationnelles dans le domaine de la multicatalyse. Au nom du CNRS, de son PDG Antoine Petit et du directeur de l'Institut de chimie Jacques Madaluno, je t'adresse mes plus sincères félicitations pour ce début de carrière brillant et pour cette médaille de bronze 2021 bien méritée. Bravo Adrien. Bravo. Merci Didier. C'est celle-ci. Avant tout, comme tout le monde, je vais bien sûr remercier le CNRS et j'aimerais remonter un peu plus loin, remercier, alors ça a été un peu dit dans la vidéo, ce qui est important pour un chercheur, c'est l'esprit critique, la curiosité, il y a aussi un goût de l'effort, donc j'aimerais remercier les personnes qui m'ont inculqué ça, ils se reconnaîtront. Et ensuite, donc, tous les gens qui m'ont aidé à me former, qui m'ont aidé à devenir un bon chercheur, les gens que j'ai côtoyés depuis, notamment ici à Marseille. Il y en a pas mal qui sont présents dans cette salle, donc merci beaucoup à vous. Et aussi aux 3 petites filles qui sont au fond de la salle, qui me laissent aller en montagne pour me permettre d'avoir l'esprit un peu clair pour continuer à faire de la recherche. Donc, merci à vous. Bravo et merci vraiment. Embarquons-nous maintenant sur les océans avec la tellement bien prénommée Mar Benavides, chercheuse en océanographie microbienne à l'Institut méditerranéen d'océanologie, le MIO, de l'Institut national des sciences de l'univers. On découvre tout d'abord vos travaux. Je suis Mar Benavides, je suis une chercheuse IRD à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille.
Et moi, particulièrement, je travaille en océanographie microbienne, donc je m'intéresse au rôle de microbes marins sur le cycle biogéochimique de l'océan. Ouais, je m'appelle Mère, voilà. Oui, ça c'est bon, ma famille, de côté de mère et côté de père aussi, ils ont fait la voile olympique. Et voilà, c'est pour ça que je m'appelle Mare, donc ma vie a été toujours très liée à la mer. Et en fait, j'étais plutôt intéressée pour la gestion environnementale au début, mais j'avais eu une matière qui s'appelait dynamique de système pélagique qui expliquait tout à fait le rôle des microbes dans les cycles biogéochimiques. Donc ça m'a absolument fascinée, comme ces petites bêtes qui sont vraiment minuscules, ils ont des impacts à niveau global dans le fonctionnement de la planète et des écosystèmes. Et en particulier, je m'intéresse à un type de cellules qu'il y a dans l'onde de mer qui s'appelle les diazotrophes, qui sont de petites bactéries qui sont capables d'utiliser l'azote atmosphérique, l'azote qui est dans l'air, et le transformer en azote biodisponible pour le reste de la chaîne trophique marine. Donc je développais une approche multidisciplinaire qui intègre la biologie moléculaire, l'océanographie physique et la microbiologie. Des approches de microscopie avancées, on fait aussi de la modélisation un peu avec des collaborations externes pour comprendre pourquoi ces organismes sont là, où ils sont et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire dans les futurs prochains dans le cadre du changement climatique. Il y a une partie de développement qui ont fait dans nos recherches qui pourra avoir une application dans le futur. Notamment, j'essaie de développer des équipements qui sont capables de mesurer les taux de fixation d'azote et l'abondance des diazotrophes, une autre solution. Donc, du coup, ça peut être adapté à d'autres organismes d'intérêt pour contrôler, par exemple, les blooms nocifs d'algues ou pour faire de surveillance des micro-algues dans l'eau de mer, dans différents cadres de surveillance côtière. Et c'est ce que je voudrais bien, c'est intégrer d'autres disciplines, d'autres techniques dans notre recherche, parce qu'en océanographie, je crois qu'on est maintenant en train d'exploser un peu dans les outils qu'on utilise pour notre recherche, mais jusqu'à pas trop d'années, on était vraiment très limité. Et je crois que maintenant, c'est le moment d'intégrer d'autres outils qui sont utilisés, par exemple, dans la biomédecine ou dans la biotechnologie. Il y a plein de techniques dont on ne parle pas, qui en fait sont très intéressantes pour nous aussi. Bravo, Mare Benavines, merci de nous rejoindre. Et la médaille de bronze va vous être remise par Nicolas Arnaud, que l'on retrouve. Vous pouvez venir avec moi sur l'estrade. Oui, on fait un numéro de duo avec André ce soir. Bienvenue. Donc, Mare, mon premier devoir, c'est de ne faire aucune remarque sur votre prénom. Zut, raté. Et donc, après un doctorat en océanographie à Las Palmas, à Gran Canarias, où j'ai travaillé d'ailleurs, mais en volcanologie. J'étais plus haut pendant que vous étiez en bas, certainement. En 2012, vous avez effectué plusieurs séjours postdoctoraux avant d'intégrer, et ce fut la seule erreur finalement de la carrière, l'IRD. Non, j'adore l'IRD. On est ravis. Au MIO en 2018. Et vous êtes une spécialiste des diazotrophes, ce que vous avez très bien décrit comme des microbes marins, ce qui est tout de suite beaucoup plus clair. Des petits organismes planctoniques marins qui ont la capacité particulière de fixer l'azote atmosphérique. Et à travers ces mots-là, des petits organismes marins capables de capter l'azote atmosphérique, on voit derrière toute l'importance que ces toutes petites bêtes vont avoir pour le grand cycle finalement atmosphérique et le couplage entre atmosphère et océan dans les grands cycles biogéochimiques. Et effectivement, ces organismes qui fixent l'azote, ils ont un rôle clé dans l'ensemble du cycle biogéochimique de l'océan parce qu'ils le rendent disponible, cet azote, pour l'ensemble de la chaîne trophique. Et donc, vous avez étudié tous les aspects liés à l'écologie de ces diazotrophes. Et vous êtes notamment la première à avoir mis en avant le contrôle de l'activité de ces micro-organismes par la biodisponibilité de la matière organique, en fait, jusqu'à des niveaux très profonds de l'océan, et c'est important. À l'heure actuelle, et comme le petit film l'a bien montré, vous travaillez activement sur les conséquences du changement climatique, et notamment le pH et la température, sur l'activité de ces diazotrophes.
au moyen d'approches qui sont à la fois expérimentales et biogéochimiques. Et ça, c'est une force extrême de votre approche, en plus de la grande pluridisciplinarité que vous avez. Vous êtes capable d'étudier à travers la mise en culture ou dans le milieu naturel, dans des océans proches, dans des océans côtés, dans des océans hauturiers, en association avec des coraux. Donc, dans l'ensemble de tous les écosystèmes marins dans lesquels ces organismes vont pouvoir avoir une importance sur l'ensemble du cycle de l'azote. Et donc, cette combinaison d'outils vous permet d'avoir une approche complètement intégrée. Et elle est possible aussi à travers un réseau de collaboration internationale extrêmement riche que vous avez su construire depuis votre thèse. Alors, fort de tout ça, votre production scientifique est considérable avec déjà 40 publications. Et puis, vous avez un très grand dynamisme, on le voit, qui se traduit aussi par de très nombreux projets, dans de nombreux appels à projets, y compris, on vous le souhaite bientôt, une URC. On y croit très fort. Et puis, depuis que vous avez été recruté au MIO, vous avez continué avec cette dynamique. Vous avez renforcé tout le panel technique à disposition du MIO, et vous en parliez dans le film, avec maintenant un panel technique qui vous permet d'aller voir au-delà, plus loin. Je voudrais aussi dire que à l'IRD, vous contribuez fortement au développement d'une recherche au Sud par l'ensemble de vos actions sur l'effet carbone-suie et notamment sur l'écosystème côtier au Vietnam. Et c'est très important pour l'IRD, mais également pour le CNRS, pour pouvoir aborder dans cette partie de la planète qui va être particulièrement soumise sans doute au changement climatique, l'effet de ce changement sur l'ensemble de ces organismes très importants. Vous avez donc une activité complète, foisonnante, et je ne peux que vous encourager à vous investir encore et toujours, et notamment plus encore sans doute dans les années qui viennent, en management de la recherche au sein de votre université pour l'ensemble de la communauté, parce que nous avons besoin de beaucoup plus de chercheuses dynamiques dans nos laboratoires en prise de responsabilité. Alors vous vous associez pleinement à la révolution microbiologique en océanographie, qui constitue maintenant un élément fondamental en étudiant les mécanismes biologiques aux mêmes échelles finalement que les physiciens qui peuvent les aborder au niveau de la physique océanique. Votre philosophie, c'est de considérer que tous les processus qui se produisent à petite échelle ont des conséquences sur le fonctionnement biogéochimique global de l'écosystème, et je pense que c'est une force immense de votre approche. Pour toutes ces réalisations, mais aussi j'espère pour toutes celles à venir, j'ai le grand plaisir et l'honneur, au nom de Antoine Petit, président directeur général du CNRS, de vous remettre la médaille de bronze du CNRS. Bravo. Félicitations. On vous écoute. Ah, ça, c'est une anti-sèche numérique. Note. Oui, c'est plus simple. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier le CNRS et l'INSU pour cette reconnaissance qui est très encourageante pour les jeunes chercheurs. Je voudrais remercier mes collègues du MIO et notamment l'équipe CIBEL à laquelle j'appartiens. Aussi tout à fait l'IRD pour les soutiens et particulièrement tous les collègues IRDiens qui sont actuellement en affectation au Vietnam. Et en océanographie, comme vous l'avez vu, on a bien mélangé les disciplines. Donc, par conséquent, je voudrais remercier mes collègues physiciens, chimistes, microbiologistes, bioinformaticiens, modélisateurs, etc., qui m'ont enrichi de leurs connaissances tout au long des années. Et notamment, je voudrais remercier mes mentors de toute une carrière très courte mais très riche personnellement. Javier Aristegui, Maren Vos, Lasse Riemann, Sophie Bonnet, Pepe Alvarez Salgado, Pia Moisander et Debbie Brunk, parmi plein d'autres, mais voilà, je n'ai pas le temps. Et remercier tout particulièrement mes étudiants, Supadipe et Alba, avec qui nous travaillons et découvrons ensemble tous les jours. Finalement, je voudrais dédier cette médaille à mes parents, et ma mère elle est présente ici, et à mon compagnon Félix qui est présent aussi ici, qui m'accompagne dans cette aventure. Merci. Merci beaucoup. Mar Benavides, bravo encore pour cette médaille. On va passer donc à la dernière des 8 médailles de bronze qui sont décernées ce soir, en abordant le domaine ô combien vital et fondamental et important de la médecine, et plus particulièrement du traitement des cancers des enfants, avec les recherches d'Eddy Pasquier, chercheur en oncopharmacologie au Centre de recherche en cancérologie de Marseille, le CRCM, de l'Institut des sciences biologiques, dont je vous propose tout d'abord de regarder le portrait ensemble. Je
m'appelle Eddy Pasquier et je suis chercheur au CNRS et je travaille au centre de recherche en cancérologie de Marseille. Moi, mon domaine de recherche, en réalité, j'en ai deux. Le premier, c'est les cancers pédiatriques, donc c'est tous les cancers qui touchent les enfants et en particulier les cancers du système nerveux central et périphérique, donc les tumeurs cérébrales et les neuroblastomes. Et mon autre domaine de prédilection, c'est le repositionnement de médicaments, donc c'est-à-dire le fait d'utiliser des médicaments qui sont déjà existants et qui sont utilisés pour d'autres pathologies et de voir s'ils peuvent avoir un intérêt pour les traitements des cancers de l'enfant. Je me suis d'abord intéressé à l'intérêt des bêta-bloquants dans les traitements du cancer et on a montré que ça pouvait avoir un intérêt, notamment quand on les combine avec des agents de chimiothérapie. Et après, je me suis focalisé sur le criblage à haut débit parce que je me suis dit, voilà, dans la pharmacopée mondiale, il y a forcément des médicaments qui peuvent avoir un intérêt et qu'on n'est pas obligé d'avoir une approche rationnelle pour repositionner des médicaments, qu'une approche non supervisée peut permettre d'identifier des choses intéressantes. Donc ce que je fais, c'est que je vais utiliser des outils de criblage, notamment un robot qui va me permettre de tester des milliers et des milliers de molécules différentes, pour essayer de trouver des molécules qui vont être efficaces pour soit tuer les cellules tumorales des enfants ou alors augmenter l'efficacité des traitements de référence, que sont soit la chimiothérapie ou la radiothérapie ou même maintenant les immunothérapies. Et quand on trouve une molécule d'intérêt, donc qui est un médicament déjà existant, déjà on va pouvoir assez rapidement transférer ces découvertes vers la clinique, puisque c'est des médicaments qui existent déjà et donc on va pouvoir faire des essais cliniques très vite. Et l'autre aspect, c'est que ça va nous permettre de trouver des nouvelles cibles thérapeutiques à l'intérieur des cancers, puisque en sachant que ce médicament-là est efficace sur ce cancer-là, on va comprendre que la cible moléculaire de ce médicament est importante dans la pathologie. Ça va nous permettre de mieux comprendre la pathologie qu'on étudie. Je ne sais pas exactement ce qui m'a valu la médaille. Je pense que c'est un encouragement pour ces travaux qui sont en bonne voie et qui peuvent amener des solutions pour les patients. Mais je pense qu'aussi il y a un aspect de reconnaissance de mon travail de mon application au niveau social, notamment mon application pour développer la recherche en oncologie pédiatrique en France, la création du réseau React4Kids, qui est un réseau de recherche nationale, de recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers de l'enfant. Et aussi tout le travail qu'on fait avec le professeur Nicolas André, avec les pays en voie de développement, puisque l'intérêt aussi du repositionnement de médicaments, c'est de développer des traitements à très faible coût, qui du coup peuvent avoir un grand intérêt pour les pays qui ont des ressources plus limitées. Je pense que quand on a un enfant qui est diagnostiqué avec un cancer, il se passe quelque chose là qui est, je pense, inimaginable pour quiconque. Il n'y a que quand on le vit qu'on peut savoir ce qu'on ressent vraiment. Ça remet un peu toutes les choses à plat et ça fait voir la vie de manière un peu différente. Et voilà, ces liens-là, en fait, avec les familles des patients et avec les patients en eux-mêmes, quand on a la chance de les guérir, c'est ce qu'il y a je pense, de plus fort, de plus enrichissant. Bravo, merci. Merci pour ces travaux et merci de nous rejoindre pour cette médaille de bronze qui va vous être remise par André Lebivic. Cher Eddy Pasquier, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre. Hein, donc c'est aussi le plaisir de ces médailles, de voir en chair et en os des dossiers qu'on a eus avant. Voilà. Donc, un beau dossier, oui. Alors, vous avez obtenu votre doctorat en oncologie en 2006 ici à Marseille avec donc Nicolas André. Et ensuite, vous êtes parti pour un très long séjour en Australie, hein, apparemment. Je ne sais pas pourquoi vous êtes revenu, mais bon, vous êtes revenu. Et vous êtes revenu en 2014, donc vraiment longtemps après, dans le défunt CRO2, si j'ose dire. Et ensuite, vous avez rejoint donc, le centre de recherche de cancérologie de Marseille, le CRCM, qui est dirigé par Jean-Paul Bock. Je ne sais pas si Jean-Paul est là ou pas, non ? Donc au sein de l'équipe biologie structurale et chimie intégrative, donc on suit la chimie là, dirigée par Yves Colette et Xavier Morelli. Alors vous avez produit de très très nombreuses publications, hein, c'est impressionnant, et vous avez obtenu des financements importants aussi, mais ça a été dit dans la présentation. Ce qui m'a frappé, moi, c'est aussi l'implication sociétale.
Ça, c'est clair que ce n'est pas toujours le cas. Et en 2010, vous avez cofondé la Metronomics Global Health Initiative avec Nicolas André. Donc, ce réseau international pour travailler sur les cancers dans le monde non favorisé, si j'ose dire. Et ensuite, en 2018, vous avez également cofondé React for Kids, dont on vient d'entendre parler. Et vraiment, chapeau pour tout ça. Hein. C'est impressionnant. Donc, les travaux de recherche se focalisent sur les cancers pédiatriques, j'y arrive, et notamment ceux du cerveau. Et c'est vraiment quelque chose, vous l'avez dit, l'aspect, on va dire, sensible de ces cancers quand ils arrivent est vraiment aussi quelque chose de terrible. Donc, les objectifs, c'est effectivement de repositionner des drogues qui marchent dans d'autres maladies, qui sont déjà donc validé chez l'homme et qui n'a pas besoin de repasser par tout ce processus. Et vous avez parlé là, sans le citer, du propanolol, hein, c'est ça, un hypertenseur qui en fait est utilisé maintenant en combinaison pour des traitements anticancéreux des tumeurs pédiatriques. Il y a eu aussi d'autres choses et c'est là que j'ai vu que vous faites aussi de la click chemistry, donc ça... tu sais de quoi on parle là. Et toutes ces approches, en fait, ont pour but, je fais court, j'avais pris plein de notes, de converger vers un objectif ultime, la proposition de nouvelles associations thérapeutiques efficaces pour traiter les tumeurs pédiatriques. Voilà, en 3 mots, tout le travail d'Eddy Pasquier qui vraiment fait preuve d'un grand dynamisme scientifique. Et c'est avec un très grand plaisir que je lui remets, au nom du président-directeur général Antoine Petit, la médaille de bronze du CNRS. Bravo. C'est bien ça là. Félicitations. Merci beaucoup André. Donc en effet, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais sans doute pas la dernière. Moi aussi, j'ai préparé des petites antisèches. En fait, pour pas me tromper, j'ai fait des remerciements chronologiques. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Donc je vais remercier d'abord les 2 femmes de ma vie. Ma petite maman qui est pas là aujourd'hui, qui nous regarde pas depuis le ciel, hein, depuis son ordinateur. On a eu peur. Enfin, ça aurait pu arriver. Ah, ça aurait pu aussi. Mais... Bonsoir à la maman d'Eddy Pasquier alors. Et la seconde, ma petite femme qui elle est là ce soir. Pour son soutien et ses encouragements et tout le reste. Ensuite, je voudrais remercier Nicolas et Manon, qui sont les 2 premières personnes qui m'ont accueilli dans leur laboratoire et qui m'ont transmis leur passion pour l'oncologie pédiatrique et la pharmacologie. Tous les chefs d'équipe et les directeurs d'unité qui m'ont ouvert les portes de leur laboratoire. Diane Braguer, Maria Cavalaris et Jean-Paul Borg et Yves Colette et Xavier Morelli récemment. Donc cette médaille, elle est individuelle, hein, comme ça a été dit plusieurs fois, mais en effet, la recherche, c'est un travail collectif. Donc je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi depuis 18 ans, et notamment tous les gens qui constituent aujourd'hui mon équipe, 2 qui sont présents aujourd'hui, Baptiste et Marion, 2 autres qui ne sont pas présents et qui doivent être en train de regarder en ce moment. D'ailleurs, je remercie André d'avoir laissé partir Kevin Muller, qu'on a récupéré chez nous, on est très contents, et Elodie aussi qui regarde. Et Jérémy, qui est en postdoc maintenant et qui a été en thèse avec moi et qui a fait une grosse partie du travail pour lequel j'ai été récompensé. Je tiens à remercier le CNRS du fond du cœur, parce que je fais de la recherche médicale et donc bizarrement je pensais qu'un jour je rentrerais à l'INSERM, l'Institut de la santé et de la recherche médicale, mais ils n'ont jamais voulu de moi. Et donc je suis très content que le CNRS lui ait bien voulu de moi et m'accueillir. Et en fait je suis ravi d'être dans cette maison qui, voilà, de l'excellence de la science et tout le panel de ce qu'on a vu aujourd'hui. Vraiment je suis très fier d'appartenir au CNRS. Et donc je remercie les gens de la section 28 en particulier, parce que ce sont eux qui m'ont recruté, qui m'ont nominé pour cette médaille et qui ne m'ont pas donné le poste de directeur de recherche cette année. Voilà. Il faudra retourner. Voilà. Et pour finir, je voudrais juste dédier ce prix à Sullivan, Augustine, Victor, Cassandra, Josie, Eva, Léonie, César et tous les petits guerriers qui m'inspirent au quotidien et pour qui je fais ce travail. Merci. Bravo. Bravo, vraiment. Et merci. Donc c'était la dernière des médailles de bronze attribuées ce soir, médaille qui récompense les premiers travaux. Moi j'ai une anti-sèche géante en fait. Les premiers travaux consacrant des chercheurs spécialistes de leur domaine. On va passer maintenant, après un bref, très rapide intermède vidéo, aux 3 médailles d'argent que nous décernerons ce soir, qui distinguent des chercheurs pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux reconnus sur le plan national et international.
travaux de Rosa Cossard, chercheuse en neurosciences à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, de l'Institut des sciences biologiques INSB. Je vous incite à regarder son portrait. Je suis Rosa Cossard, je suis directrice de recherche au CNRS et je dirige aussi un centre de recherche INSERM ex-Marseille Université qui s'appelle l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée et qui s'intéresse, je dirais, au lien entre le développement précoce et au fonctionnement du cerveau adulte, et ceci en conditions physiologiques ou pathologiques. Ce qui me fascine dans le cerveau en particulier, c'est que c'est un organe qui est toujours actif et toujours en interaction permanente avec le monde qui nous entoure. Sa complexité aussi est fascinante. Mon équipe s'intéresse à une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est fondamentale pour notre mémoire, nos capacités d'apprentissage, la navigation spatiale également. L'hypothèse que l'on a, c'est que peut-être finalement nos souvenirs seraient en partie façonnés à des stades vraiment très précoces, dès les stades embryonnaires. Donc quand on serait déjà encore dans le ventre de notre maman, il y a des choses qui se passent et qui participent à la construction des réseaux hippocampiques qui ensuite vont un peu façonner la façon dont on va se rappeler des événements de nos vies. Donc ça, c'est une chose que l'on regarde. Après, on regarde aussi quel est le rôle des différents types de neurones dans ce processus. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment ça l'originalité de ce que l'on fait, c'est que on s'intéresse à l'adulte en regardant la construction des réseaux. Donc on essaye de comprendre comment ça fonctionne en voyant comment ça se construit. Alors il y a une partie de mes recherches dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est quand même aussi quelque chose pour lesquels on a une forme de reconnaissance, qui est la découverte de neurones qu'on appelle neurones hub, donc des neurones chefs d'orchestre qui coordonnent l'activité neuronale au cours du développement et dont on vient de montrer qu'ils sont toujours là dans le cerveau adulte. Il faut comprendre que ces neurones-là sont des points d'entrée très ciblés sur le fonctionnement des réseaux de neurones. Donc on peut envisager les cibler justement pour pouvoir agir de façon très spécifique et ponctuelle sur l'activité d'une région en particulier. Là, on lance un programme qui va permettre vraiment de regarder la construction des réseaux de neurones in situ, chez le même animal au jour le jour. Et ça, grâce à la mise en place de techniques d'imagerie nouvelles qui permettent de regarder de façon non invasive le cerveau, les réseaux de neurones qui se construisent, tout en étant actifs, encore une fois, dans le même cerveau qui grandit. Parce qu'on pourra voir vraiment à quel moment les dysfonctionnements apparaissent, qu'est-ce qui se passe, quand, quels sont en étant capable vraiment de jouer le film de la construction des réseaux de neurones chez le même animal jusqu'à vraiment l'état pathologique. Donc ça, c'est une des choses qu'on va démarrer là, qu'on démarre. Bravo, vous pouvez nous rejoindre sur la scène. Donc Rosa Cossard, qui est directrice de l'INMED, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, laboratoire voisin du CIML, et à qui la médaille d'argent va être remise par André Lebivic. Alors, très chère Rosa, donc c'est avec un grand honneur et évidemment un très vif plaisir que je vais te remettre cette médaille d'argent du CNRS. Alors on s'est vu la semaine dernière dans on peut plus dire Pincefest maintenant, c'est plus à Paris, et Rosa m'a dit j'attends un discours brillant. Alors j'avais pas réalisé que c'était 2 minutes, donc ça sera pas brillant, mais par contre ton parcours à toi est brillant. Donc tu as déjà, il faut noter que tu es formée comme physicienne, en passant par Centrale, et qu'ensuite tu t'es intéressée au cerveau. Et je ne vous parlerai pas du cerveau parce que je ne suis pas spécialiste et puis vous en avez déjà entendu beaucoup. Mais par contre, depuis longtemps, tu t'intéresses à la construction et à l'organisation fonctionnelle des réseaux neuronaux, bien sûr, et plus particulièrement ceux de l'hippocampe.
dont tu as parlé là, dans l'interview, une région du cerveau impliquée dans la mémoire et la navigation spatiale. Ça, c'est vrai que c'est important. Et pour tout le monde, évidemment, le dysfonctionnement de ces réseaux neuronaux dans l'hippocampe génère des activités anormales dont tu n'as pas parlé, là, de l'épilepsie temporale, par exemple. Et donc, c'est aussi une perte de contact avec la réalité, une perturbation de la mémoire. J'ai l'impression que ça me décrit parfaitement la plupart du temps. Donc, j'espère que ce n'est pas un problème d'hippocampe. Alors, donc, tu t'es intéressé à la façon dont les réseaux inhibiteurs formés par les neurones GABAergiques s'organisent dans l'hippocampe adulte et dans le néocortex. Et c'est vrai que les contributions majeures que tu as faites, toi et ton équipe, évidemment, en fait, c'est la compréhension de l'organisation fonctionnelle de ces réseaux hippocampiques au cours du développement. En 2019, par exemple, avec ton équipe, tu as proposé, alors moi je les ai appelés le concept des neurones inhibiteurs superconnectés. Pas des hubs, mais ça va, c'est bon ? D'accord. Et postulé qu'il existait donc un lien entre l'origine temporelle embryonnaire de ces neurones corticaux et leur fonction ultérieure dans le réseau neuronal. Ça, c'est vrai que arriver à coupler la morphogénèse avec des séquences spatiales et temporales, c'est vraiment bien. Alors, tu as montré aussi que, alors je vais sauter parce qu'en 2 minutes, on ne peut pas tout faire, qui a aussi, ça c'est important, mise en évidence l'existence d'assemblées neuronales représentant des modules unitaires fonctionnels. Et ça, c'est bien parce que ça fait rappeler un peu les circuits des ordinateurs aussi qui marchent par blocs. Et que donc ça c'est important pour la fonction d'encodage des souvenirs. Donc en quelques mots, ton parcours est exceptionnel. Je suis désolé, ce ne sera pas brillant, mais ton parcours l'est, je le répète. Tu as accumulé distinctions et financements pour ton excellence, donc le prix Bettencourt Coup d'élan, le prix de la recherche de l'INSERM. Ah oui, j'ai oublié, elle a un seul défaut, elle travaille dans un laboratoire INSERM. Voilà. Et tu as eu évidemment 3 fois le RC, hein, alors avec le starting, ensuite le consolidateur et puis ensuite un synergie grant. Et je me souviens bien des problèmes de prélèvement sur ces trucs. Ça, il y en a beaucoup que je connais aussi pour le problème qui soulève et qui remonte jusqu'à moi. Voilà. Et donc, je voudrais vraiment te féliciter pour ta carrière qui est encore toute jeune finalement. Hein, tu as encore plein de temps pour faire des choses encore plus remarquables. Et c'est avec un très très grand plaisir que je te remets donc la médaille d'argent au nom d'Antoine Petit, PDG du PDG du CNRS et donc au nom du CNRS, voilà cette médaille qui signifie tout ton apport à la science. Bravo. Bravo. S'il marche. Merci beaucoup. Merci André. Je suis évidemment très émue parce que je reçois cette médaille et c'est vraiment la marque d'une reconnaissance par mes pairs. Et cette reconnaissance est importante parce que le métier de chercheur, il est magnifique, enfin, comme tu l'as dit au début, mais il est aussi difficile. On est toujours plein de doutes. Encore maintenant, et surtout lorsqu'on travaille sur le vivant, parce que le vivant, il est souvent insaisissable, et donc on peut se tromper. Et donc avoir ce type de reconnaissance, c'est vraiment une bonne chose. Je voulais dire beaucoup de choses, et puis j'oublie tout. Tu n'as qu'une minute. Hein. Non, j'ai qu'une minute. C'est important aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, on a une forme de responsabilité. Nos articles, nos travaux portent notre nom et aux côtés du mien, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs, techniciens, un directeur exceptionnel. Certains sont là, ici, donc je remercie vraiment, je vais associer toutes mes équipes, mon équipe du début et puis celle d'aujourd'hui à ce prix, en particulier Agnès Baud, Fanny Prat, Michel Picardo, Valérie Crépel et Alfonso Represa, qui était le directeur de l'INMED avant moi. Voilà, je voudrais terminer en avouant que j'ai un petit peu, enfin je ne sais pas si je peux dire ça, mais reçu le CNRS en héritage, puisque mes 2 parents étaient chercheurs dans cette belle institution pendant de longues années.
Et donc, je voudrais leur dédier cette médaille. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Rosa Cossard pour cette très belle médaille d'argent. De la neurobiologie, on retourne dans le domaine de la physico-chimie avec la médaille suivante qui va être décernée dans quelques minutes à Jérôme Rose, chercheur en physico-chimie au Centre européen de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement, le fameux CEREG, de l'Institut national des sciences de l'univers, INSU. On regarde son portrait. Je me présente, je m'appelle Jérôme Rose, je suis chercheur donc au CEREG, qui est un laboratoire, un grand laboratoire qui travaille autour des questions des sciences de l'environnement de manière assez pluridisciplinaire, à la fois autour des questions du climat, du risque, mais aussi des questions de l'impact des activités humaines sur l'environnement. On aborde ici au niveau de l'équipe des questions qui sont en prise avec la société, des problèmes de pollution, des problèmes d'adaptation aux changements globaux. Moi, je suis de formation physico-chimiste et je m'intéresse aux phases minérales qui sont de toutes petites dimensions, ou mal ordonnées, ou amorphes, ou mal structurées, mais qui sont souvent très réactives. Et donc, je regarde comment ces phases-là interagissent dans l'environnement. Alors, ces nanoparticules, en fait, moi j'y ai travaillé alors que je ne savais pas que ça s'appelait des nanoparticules. Donc c'était des petites phases, des phases colloïdales qui étaient importantes, d'abord parce qu'on les trouve dans la nature et parce qu'on peut s'en servir dans le cadre du traitement de l'eau. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde des nanomatériaux. Et donc quand la question des nanotechnologies est arrivée à la fin des années 90, c'est assez naturellement qu'on s'y est intéressé parce que ça correspondait aux objets que nous on fabriquait et auxquels on s'intéressait depuis pas mal d'années déjà. Et la question qui est apparue donc, au début des années 2000, c'est la question de la dangerosité de ces objets. Ces objets ont la taille d'un virus et donc un peu les questions autour de le passage des barrières biologiques, la toxicité de ces petits objets est apparue en même temps que l'intérêt pour leur grande réactivité chimique, physique. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller au cœur de la matière, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre à l'échelle moléculaire quels sont les mécanismes qui vont générer ces propriétés nouvelles d'abord, pourquoi on les a, et en quoi ces propriétés vont affecter leur comportement dans l'environnement, alors positif ou négatif. Alors on regarde à l'échelle moléculaire via des techniques, alors soit de spectroscopie, soit de microscopie, donc beaucoup à base de rayonnement X, mais aussi en utilisant par exemple la RMN, la résonance magnétique, qui peut être utilisée dans le médical par exemple, et donc c'est détourné depuis très longtemps par la chimie, et donc on a des informations à l'échelle des atomes et on essaie de voir comment les atomes interagissent les uns avec les autres et les distances entre les atomes, par exemple un atome polluant tel que l'arsenic, comment il va s'associer à une nanoparticule de fer. Et donc on essaie de voir la structuration de ces atomes d'arsenic à la surface des nanoparticules. Est-ce qu'il y a une interaction chimique ou pas? Est-ce qu'il y a des liens directs avec la surface de fer? Quelle est la distance entre les atomes? Donc on a vraiment des informations à cette échelle de précision. Et ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ces propriétés maintenant peut-être pour de nouveaux domaines. Par exemple, on va devoir augmenter les rendements agricoles, on va devoir avoir une empreinte la plus faible possible avec les traitements phytosanitaires. Donc comment on peut développer de l'innovation responsable en lien avec l'agriculture, mais aussi par exemple avec le secteur du bâtiment. Comment nos villes vont mieux résister aux changements globaux, aux événements de canicule par exemple. Comment on peut, en connaissant les propriétés des matériaux, améliorer par exemple l'isolation de nos bâtiments, à la fois thermique, mais aussi la réflectivité des infrarouges par exemple. Donc il y a pas mal de propriétés qu'on peut apporter. On essaie de contribuer au débat, mais avec cette approche scientifique, c'est-à-dire vraiment un regard critique, positif et négatif. On fait une approche bénéfice-risque des changements de société et essayer de contribuer au débat collectif. Bravo. Rejoignez-nous tous les deux sur scène avec Nicolas Arnaud pour la remise de cette deuxième médaille d'argent de la soirée. Alors, il n'en reste plus que 2 entre nous et le cocktail, mais on va prendre le temps nécessaire pour 2 personnes remarquables. Oui, bon, 4. Et on commence par Jérôme Rose. C'est pour moi évidemment un honneur, mais aussi un très grand plaisir personnel d'être là avec toi aujourd'hui pour te remettre cette médaille d'argent. Alors, quels sont donc les travaux pour lesquels on te la remet? Et je voudrais d'abord dire que nous avons une grande constance, puisque si je reviens sur ton parcours, tu as déjà été distingué en 2006 pour un début de carrière formidable avec la médaille de bronze du CNRS, pour une démarche qui était déjà tout à fait révolutionnaire sur tous ces nano-objets, même si tu ne savais pas qu'à l'époque c'était des nano-objets,
et pour une approche qui était déjà à l'époque extrêmement novatrice en termes d'instrumentation et puis aussi de transdisciplinarité. Alors on l'a vu dans le film, tu caractérises donc ces toutes petites particules qui peuvent constituer des contaminants dans le milieu naturel. Alors elles sont toutes petites, elles sont mal organisées, elles sont facilement déstructurées. Et par cette caractéristique-là, et grâce à l'étude entre vraiment leur nanostructure intime et puis leur réactivité, tu regardes quelle peut être leur toxicité sur l'environnement. Alors cette caractérisation de toutes ces structures, elle a non seulement des impacts très importants en termes de recherche, mais elle a aussi des applications beaucoup plus finalisées dont tu nous en as parlé, puisqu'elles peuvent se complexer avec des métaux, avec des contaminants organiques, elles peuvent influencer la géochimie des eaux, elles peuvent transformer la toxicité de certains polluants ou de certains corps qui jusque-là ne sont pas des polluants et le deviennent ensuite. Alors, on le voit à travers toute cette démarche qui va, sans que tu te poses la question du très fondamental au très appliqué. Il faut aussi signaler dans l'originalité de tes travaux l'approche expérimentale et analytique que tu utilises, puisque tu as su te doter, développer, impulser le développement d'une approche technique tout à fait exceptionnelle pour la caractérisation de ces tout petits objets avec l'hexaf, le xanès, le micro-xanès, des trucs formidables pour caractériser avec plein de rayonnements ces toutes petites particules qu'on voit très mal. Alors, ce sont des exemples emblématiques de ce que tu as fait en termes de recherche. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que tu as eu un caractère très précurseur dans tes actions de recherche, en travaillant au rapprochement entre cette recherche dite fondamentale et finalisée, en œuvrant avec tous tes collaborateurs, et tu transmets aussi, je crois, cette culture et cette façon de faire à l'ensemble des gens que tu formes. Alors on peut citer à titre d'exemple l'investissement que tu as fait sur un certain nombre de LABEX, notamment le LABEX Sérénade, qui impliquait un certain nombre d'industriels, avec la volonté de mettre en œuvre la conception durable de ces nanomatériaux. Ce qui me frappe aussi dans ton parcours, c'est la façon dont tu as eu toujours à cœur de t'impliquer pour le collectif. Alors je ne compte plus le nombre de GDRI que tu as contribué à créer ou à animer, le fait que tu t'impliques dans le management de la recherche à la responsabilité de l'ABEX, à la responsabilité d'Equipex, comme chargé de mission également de l'Institut, que j'ai l'honneur de présider. Et puis aussi tes fortes prises de responsabilité dans tout un certain nombre d'instances, mais également ton investissement continu dans la formation pour et par la recherche de très nombreux étudiants, doctorants, post-doctorants, qui sont pour certains d'entre eux devenus d'excellents chercheurs, et certains sont devenus tes collègues ou nos collègues. Alors cet exposé suffit à expliquer pourquoi c'est avec un immense plaisir, un très grand respect, que je te remets, au nom de Antoine Petit, président directeur général du CNRS, la médaille d'argent du CNRS. Bravo. Bravo Jérôme Rose. Il ne faut pas me faire un coup pareil. Merci beaucoup. Je suis forcément ému, moi aussi, par cet honneur qui m'est fait à nouveau. Je pensais que j'en ai été un peu débarrassé, mais je suis surtout très touché que ce soit toi qui le fasses aujourd'hui. Tu sais tout ce que je pense de toi. Mais je suis très embarrassé parce que pour moi, les gens qui me connaissent savent que la recherche, c'est du collectif, c'est de l'équipe. Et donc, pour moi, cette médaille, elle doit être partagée. Et si, en tout cas, ça met en lumière ce qu'on fait dans le groupe, c'est déjà pas mal. Et surtout, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe dans laquelle je suis et qui a été créée par Jean-Yves Bottero, qui est mon mentor. Il m'a tout appris. Il m'a surtout appris à mettre la barre très haut. Alors pour un petit gars comme moi, ça fait toujours un peu peur, mais il m'a toujours dit que fallait pas stresser, que c'était un jeu et surtout que c'était le chemin pour y arriver, qu'on y arrive ou pas d'ailleurs. C'était le chemin qui était plus important que l'objectif lui-même. Et ça, je ne l'oublie pas. J'ai rencontré un deuxième personnage incroyable qui est le cousin d'Amérique, d'ailleurs de Jean-Yves, Marc Wissner, lors de mon postdoc à Houston, Texas. Et lui aussi, il m'a appris à ne pas se laisser embarquer dans les projets et à réfléchir un peu plus à moyen, voire à long terme, et à se projeter toujours un peu au-delà. Et ça, je ne l'oublie pas non plus. Et puis, comme tu l'as dit, je crois on a une chance incroyable dans l'équipe, c'est d'avoir croisé des jeunes thésards postdoctorants brillants. Donc c'est un bonheur de les voir grandir au quotidien et surtout maintenant ils sont avec nous et même certains sont mes chefs, donc c'est encore plus honorifique. Donc ça c'est ma satisfaction personnelle et mon plaisir personnel. Je retiens aussi que j'étais peut-être pas prédestiné pour rejoindre le CNRS et mes parents m'ont toujours soutenu sans réserve, alors qu'on vient de milieux très très éloignés de la recherche pour le coup. Alors moi c'était pas du tout, je savais pas ce que c'était que le CNRS, donc je leur dois bien sûr tout. Et je finirai par remercier ma femme et mes enfants parce que
cette passion que j'ai, cette flamme qui m'anime et ce bonheur ultime d'être payé pour assouvir sa curiosité au quotidien, elle est un peu envahissante et donc je les remercie de supporter ça. Bravo, bravo. Tous ces mots de remerciement sont vraiment très, très humains, très personnels et très touchants. J'apprécie beaucoup. De l'infiniment petit donc, qu'on vient d'aborder avec les matériaux nanométriques. On passe, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'infiniment grand pour la dernière médaille d'argent qui est là sur la petite table basse, qui va être décernée dans quelques minutes à Guylaine Lagache, qui, elle, donc, est enseignante-chercheuse en astrophysique au laboratoire d'astrophysique de Marseille, le LAM, de l'Institut national des sciences de l'univers, l'INSU, et qui donc, comme on va le voir dans ce petit film, s'intéresse à des objets cosmiques qui sont très éloignés de nous et de très grande dimension. Je m'appelle Guylaine Lagache, je suis astronome au Conseil national des astronomes et des physiciens. Alors, je travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui est un des plus grands laboratoires d'astrophysique de France. Mon travail de recherche, en fait, il cherche à comprendre cette formation des grandes structures dans l'univers et en fait l'histoire de la formation d'étoiles depuis l'univers proche jusqu'à la rayonisation et puis comment on est passé en fait de cette petite fluctuation de densité de matière noire au moment du fond diffus cosmologique aux objets qu'on connaît aujourd'hui. En fait, j'ai toujours été au cœur des expériences infrarouges, submillimétriques et millimétriques, et en particulier, j'ai eu le privilège en fait de vivre le projet Planck de l'intérieur. Une des études qu'on a menées concerne ce qu'on appelle le fond diffus infrarouge. Donc, ce fond diffus infrarouge, ça provient de l'émission intégrée des galaxies qui sont actives en formation d'étoiles et en poussière. Donc, en fait, on a toutes ces galaxies. Il faut imaginer, ces galaxies se répartissent dans les filaments de matière noire. Et on voit l'émission cumulée sur tous les temps d'évolution de l'univers, spatialement, comme ça, une image en 2 dimensions. C'est un peu une image comme ici. On a donc le fond diffus infrarouge, donc avec ces galaxies qui suivent les filaments de matière noire, mais on n'a pas l'information en temps, en décalage vers le rouge. À partir de ces fluctuations du fond diffus infrarouge, on a pu reconstruire l'histoire de formation d'étoiles jusqu'à environ l'époque de la rayonisation, en lien avec les halos de matière noire. Et en fait, avec Concerto, l'idée, c'est de faire un peu le même genre de science, le même genre d'approche, mais on regarde une raie d'émission, la raie d'émission du carbone ionisé, qui est un agent important de refroidissement du milieu interstellaire des galaxies. Et en regardant cette raie, puisqu'on sait à quelle longueur d'onde elle est émise, en regardant à une autre longueur d'onde, on sait exactement à quel temps elle correspond. Et donc, on a accès à cette 3e dimension, et on peut regarder cette raie de carbone ionisé, notamment pendant l'époque de rayonisation. Et donc c'est une extension naturelle de ce qu'on faisait avec le fond diffus infrarouge, mais avec une raie d'émission et à plus grand décalage vers le rouge, donc lorsque l'univers était plus jeune. Et donc on va pouvoir remonter encore plus le temps par rapport à la formation des galaxies. Donc on a monté ce projet Concerto, qui est un projet de construction d'un nouveau spectromètre. Et donc, on a discuté avec les équipes de Grenoble, qu'on connaît bien, parce qu'on avait travaillé avec eux sur des instruments similaires qui sont montés à l'IRAM, notamment Nika 2. On est allé au Chili en 2018 pour prendre contact avec les gens du télescope APEX. Puis après, en rentrant, on s'est pris 1 an au départ pour un peu réfléchir à ce qu'on voulait faire, designer l'instrument. On a pris environ 1 an et demi pour le construire, 6 mois pour tester, et hop, on l'a mis dans les caisses et il est parti au Chili. Et donc on a commencé à installer le 6 avril. Donc le 6 avril, la cabine du télescope qui est là était vide. Et le 6 mai, en fait, l'instrument était complètement monté. Et donc ça, c'est 3 minutes d'observation avec Concerto. Et donc ça a marché tout de suite super bien, quoi. Donc on est assez content, on est vraiment assez fiers de cette réussite, clairement. Et puis c'est un travail d'équipe absolument remarquable. Puis après, moi, le futur, c'est plutôt SKA. Donc ce grand radiotélescope mondial dont on vient signer le début de la construction, là. Donc la France s'est impliquée. Et ça va permettre de vraiment mettre des contraintes sur la période de rayonisation et les H-son. Donc je m'oriente vers SKA, c'est aussi pareil, un projet un peu fou, quoi. Bravo, bravo Guylaine Lagache. Vous nous rejoignez donc pour la remise de cette dernière médaille de la soirée. On a pris un petit peu de retard au tout début, mais après on est resté dans le timing, c'est formidable. Médaille qui vous est remise par Nicolas Arnaud.
Chacun Monsieur son Arnaud. micro. Chère Guylaine, d'abord, je voudrais commencer par dire que ce qui est formidable quand on t'écoute, et je trouve que ce petit film le représente bien, c'est qu'on comprend simplement des choses très compliquées. Et je trouve que ça, c'est fantastique. Alors, tu es astronome de classe exceptionnelle. Je trouve ça fantastique, hein, ce corps qui a été créé par Louis XIV quand même, hein, astronome du roi. Alors, tu es astronome de l'INSU maintenant, mais bon, voilà. Hein, bon, voilà. Et depuis ta thèse en 1998, tu as initié de nombreuses études de référence à travers ensuite ton passage dans de très grands laboratoires d'astronomie. Il y a eu l'IAS, il y a maintenant le LAM, 2 grands laboratoires d'astronomie français. Et tu es devenu un des piliers français internationaux de l'astronomie millimétrique et submillimétrique. Et notamment que ce soit pour des aspects cosmologiques ou que ce soit pour des composantes du fond diffus, comme tu nous en parlais. Alors là, je voudrais rappeler qu'il y a une difficulté vraiment fondamentale de l'étude du fond diffus cosmologique, c'est qu'on le regarde ici et maintenant, que la lumière nous provenant de loin, elle nous provient d'il y a longtemps, mais que du coup, entre ici et maintenant et juste 380 000 ans après le Big Bang, quand matière et rayonnement se sont découplés, eh bien, il faut soustraire tous les avant-plans entre ce que tu cherches à caractériser et le moment où nous sommes maintenant. Et donc pour tout cela, tu as dû devenir à la fois une spécialiste des thématiques scientifiques, et j'utilise volontairement le pluriel, parce que ça concerne l'interprétation cosmologique des observations, la question du fond diffus infrarouge, la formation stellaire dont tu nous as parlé, hein, le milieu interstellaire de la galaxie, la formation de ces grandes structures de l'univers, mais aussi, et je reviens à l'importance de l'instrumentation couplée à l'ensemble de l'astrophysique, tout ce qui est étalonnage des instruments, détection, et on l'a vu, construction, co-construction des appareils que tu mets en place auprès des télescopes. Alors, tu as été pionnière dans plusieurs de ces sujets, et ça te vaut une reconnaissance internationale. Je voudrais dire, par exemple, et même si je sais que certains n'aiment pas les taux de citation, et même si un H de 112, ça signifie rien pour personne ici, je voudrais dire que ton niveau de citation internationale, il est au niveau de celui de Reinhard Genzel, qui est le prix Nobel 2020 de physique. Oui, mais j'aime bien avoir des étalons à un moment, tu vois, donc voilà. Alors, cette qualité de pionnière fait qu'aujourd'hui, tu entraînes tout un pan de la cosmologie observationnelle. Tu nous as parlé d'instruments très importants, alors sur l'IRAM, hein, comme Nika 2 dont tu n'as pas parlé, mais tu as parlé beaucoup de Concerto, qui est financé par une bourse ERC Consolidator, et que vous venez d'installer hein, avec à l'intérieur des détecteurs KID. Tu joues donc un rôle décisif dans l'ensemble de ces avancées, des avancées qui permettent de consolider vraiment la position internationale de l'ensemble de l'astrophysique française. Alors avec les étudiants que tu as formés, parce que c'est aussi très important pour toi, et puis tous les projets que tu as portés, tu as fait école en même temps que le fait d'assumer un très grand nombre de responsabilités. Et c'est pour tout cela, c'est pour la façon dont tu as été pionnière de tous ces développements, la façon dont tu t'investis pour l'ensemble de la communauté, et pour toutes ces raisons où ton excellence scientifique et l'exemplarité du service que tu rends à la communauté se rejoignent, que j'ai le très grand plaisir et honneur de te remettre, au nom d'Antoine Petit, président directeur général du CNRS, la médaille d'argent du CNRS. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Guylaine Lagache. Moi, je suis la dernière. Alors, évidemment, je voudrais remercier en particulier toutes les personnes qui ont mouillé leur chemise pour porter ce dossier jusqu'au bout, parce que la compétition doit être assez sévère. Et cette médaille me touche beaucoup. Comme ça a été dit, évidemment, elle est le travail d'équipe. En fait, j'ai toujours travaillé en équipe et c'est un aspect de mon travail que j'adore. Donc, je ne peux pas tous les remercier parce que je travaille dans des grosses collaborations, mais ils sont tous là, presque. Donc, la caméra les prendra. Donc, merci à tous parce que sans vous, je ne serais pas là. Aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, on est dans un métier où on vit ça par passion, et donc la transition, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est parfois floue et très très perméable. Donc je voudrais remercier tous les gens qui m'ont soutenu jusque-là, donc ma famille, et en particulier les trois qui sont là-bas. Donc en vrai, ils font un peu moins peur, hein, mais voilà. Et enfin, je voudrais revenir quand même sur quelque chose qui a été coupé au montage. Guillaume, excuse-moi, hein. Mais donc Guillaume m'avait posé la question: qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir astrologue? Alors, voilà. Donc j'ai mon anti-sèche pour ça, parce qu'en fait, j'ai regardé mon horoscope ce matin.
Et j'ai trouvé la réponse, donc je cite, parce que vraiment ça ne s'invente pas, dans la rubrique « Travail ». Vous choisissez le chemin professionnel qui vous correspond par destinée et par essence. C'est vrai, j'ai l'astro dans les tripes. Plus loin. Après une longue journée de travail, vos collègues vous invitent à un after-work. Vous ne le regretterez pas. C'est vrai. Comment ils ont su qu'on était là ce soir, quoi? C'est fou. Alors, plus sérieusement, en fait, la réponse à cette question m'a été soufflée hier par un collègue et ami. Et je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas. Je pense que la vraie réponse à cette question, c'est parce que je suis une femme. Merci. Merci beaucoup. Et félicitations, Guylaine Lagache, pour cette 11e et dernière médaille, 3e d'argent qui a été décernée ce soir. Il va être temps non pas de nous quitter, on va poursuivre ensemble un petit peu plus tard hors de cette salle, mais en tout cas, voilà, on va clôturer cette cérémonie des talents 2020 et 2021. À titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, surtout à vous écouter toutes et tous, à regarder les reportages. J'ai appris énormément de choses. Et puis aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a des qualités humaines exceptionnelles qui sont réunies dans toutes vos personnalités, dans tous vos travaux. Donc vraiment, bravo aux lauréates et aux lauréats de ce soir. Bonne continuation dans vos recherches. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci au service de la communication de la délégation. Merci à la technique. Bonne soirée à toutes et à tous.